Bonjour. C'est pas, j'allais dire bonsoir, mais c'est pas le soir. Ça va, vous allez bien? Moi, si je vais bien, bah, c'est gentil de demander, en tout cas. Écoutez, ouais, ça va. J'ai chaud, il fait 40 degrés, c'est la canicule. J'en suis très heureux. Je suis content qu'il fasse 40 degrés parce que je crois que c'est une bonne piqûre de rappel pour nous, vraiment pour nous dire, si on continue de faire les malins, voilà à quoi pourrait ressembler notre futur et notre quotidien. Pas seulement 3 jours, pas seulement 2 semaines dans l'année, non. Tous les jours, 40 degrés. Donc il faut vraiment qu'on se calme. Et je pense que c'est une bonne piqûre de rappel. D'ailleurs, je pense que c'est aussi une piqûre de rappel, non pas pour ce futur-là, mais pour le futur encore après, c'est-à-dire dans l'au-delà. De se dire vraiment si on est des mauvais êtres humains, voilà à quoi pourrait ressembler notre quotidien. Et encore en enfer, je crois que il fait plus de 40 degrés, je n'ai pas les sources sûres. En tout cas, je sais pas si la température est un détail qui est écrit quelque part. Mais je crois que c'est un endroit pas très agréable. Il n'y a aucune échappatoire, il n'y a pas de ventilateur, pas de clim, pas de Mister Freeze, pas de glace à la pistache ou au matcha, rien. Seulement le chaos et les regrets pour pleurer. Donc je crois que c'est un peu comme ça que je traverse la canicule, c'est avec cet état d'esprit de me dire il faut vraiment que je m'améliore et que je sois un bon être humain pour que les 40 degrés soient un lointain souvenir. Et ouais. Ouais. Bon, désolé, c'était un peu une intro un peu cata, un peu chaotique pour le coup. Mais bon, aujourd'hui on va parler de... Vous savez de quoi on va parler? Bah, c'est dans le titre en fait. Et l'émission est finie, donc là on a un peu de recul, on va pouvoir en parler sincèrement, tranquillement. Écoutez, il y a quelques jours, pour être précis le jeudi 7 août 2025, je crois que ce fut un grand jour pour l'histoire de ce pays, qui est la France, pour deux raisons. Première raison, c'était mon anniversaire. Merci. Et seconde raison, Romy a remporté la victoire de Secret Story. Et je crois que ces deux raisons font que je pense que si François, tu m'entends, François Bayrou, Bérou, peu importe la sonorité de ton nom de famille, je pense qu'au lieu de nous supprimer des jours fériés, il s'agirait d'en créer de nouveaux. Euh, Parce que je comprends à la limite de supprimer des jours fériés, parce que je sais pas, le pays, son histoire, on évolue, des contextes historiques, bah alors du coup il faut actualiser. On peut en supprimer, mais ça veut dire qu'il faut les remplacer. Et je crois que cette date du jeudi 7 août 2025 est peut-être un grand jour pour l'histoire contemporaine de ce pays. Donc voilà, François, tiens-moi au jus, d'accord? Voilà. Écoutez, j'ai commencé par dire que je suis évidemment très heureux de la victoire de Romy. Je ne pouvais rêver meilleur cadeau d'anniversaire. Euh, j'étais, euh, j'étais pour elle entre guillemets, j'étais derrière elle. J'avais misé sur elle depuis le début, sans même la connaître parce que elle avait, ne serait-ce que par son secret en fait, pour moi, c'était déjà, elle devait gagner quoi. Et puis évidemment, au fur et à mesure de l'émission, ça a confirmé que oui, j'ai envie qu'elle gagne en fait. Oui, elle mérite de gagner. Je dis ça parce que il y a un autre côté de moi qui en fait, comment dire, j'aurais aimé que Romy perde Secret Story, ne serait-ce que pour voir la réaction des gens, du peuple français scandalisé face à cette défaite totalement scandaleuse. Et peut-être que les gens se seraient rassemblés dans la rue pour manifester. Peut-être que ça aurait été le début de quelque chose. Peut-être que ça aurait été le premier pas vers une révolte, un premier coup d'accélérateur vers une révolution qui aurait pris une échelle nationale et qu'au final tout le monde aurait été dans la rue et que peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous savez qui aurait démissionné de ses fonctions et peut-être que toute cette révolution
aurait eu comme naissance la défaite de Romy dans Secret Story. Vous voyez ce que je veux dire? Ne serait-ce que pour ça, j'aurais aimé... Mais en même temps, je suis évidemment très content qu'elle ait gagné 100 000 euros. Vraiment, je suis quand même très très content. Mais je suis très curieux. Euh, Parce que, évidemment, il y a aussi cette espèce de... Voilà, Secret Story, c'est une émission télé-réalité, culture du vide, blabla. Vous savez mon avis sur le terme culture du vide, qui est pour moi un terme qui ne veut plus rien dire, c'est un terme corbeille. Écoutez, évidemment, c'est de la télé-réalité. Je pense que dans la forme, c'est une émission télévisuelle, oui. Mais dans le fond, évidemment que c'est politique, évidemment que sociologiquement parlant, c'est intéressant de voir en direct des individus qui font groupe, des interactions, de comment notre espèce coexiste dans un espace clos pendant 8 semaines. Et en faire partir un toutes les semaines. Évidemment que c'est intéressant, évidemment que ça dit quelque chose de nous. Et surtout cette saison, évidemment que c'est politique, surtout ce qui s'est passé cette saison, bien que je pense que toutes les saisons étaient plus ou moins quand même politiques. Mais c'est vrai que cette saison-là, bref. Peut-être que je vais parler du casting finalement. Euh, je crois que j'ai vraiment deux théories concernant le casting. Ma première théorie, c'est que le casting est un casting raté. Évidemment, quand je dis ça, je ne m'attaque pas aux candidats. Personnellement, je ne les connais pas. Je parle de leur potentiel, ouais, leur potentiel de candidat dans cette télé-réalité. Je parle pas des personnalités, je parle pas des personnes. Comme vous, je les connais pas, j'ai juste une relation parasociale à des images diffusées, montées par une prod, quoique elle est live. Donc c'est ça que je juge. C'est leur potentiel d'être candidat dans cette télé-réalité, pas les personnes. Sommes-nous clairs? Très bien. Donc je pense que c'est un casting raté, c'est ma première théorie, je vais vous dire pourquoi. Mais avant ma seconde théorie, et peut-être, et si cette théorie est vraie, alors je trouve que c'est vraiment très malin, un coup de génie par la prod. Ma deuxième théorie, c'est que la prod a décidé pour cette année spécifiquement d'utiliser un concept très contemporain qui est le rage bait. Rage bait qui est ce concept de dire ou faire quelque chose de scandaleux qui va engendrer une réaction vive du spectateur, du lecteur, du téléspectateur, et donc qui va forcément donner naissance à de l'interaction, à de l'échange, à du débat. Et typiquement, Twitter, c'est 70% de rage bait parce qu'en fait, les gens veulent nourrir l'algorithme et faire des stats. Comment on fait des stats? Il faut créer de l'interaction. Et comment créer de l'interaction? Il faut choquer, tout simplement. Et peut-être que la prod s'est dit, vous savez quoi? On va faire un casting à majorité, pas tout le monde, à majorité de gens dont on sait les profils un peu agaçants, dont en fait on sait que le public ne va pas les aimer. Et en fait, plus le public ne va pas les aimer, plus ils vont tweeter, plus il ne va pas les aimer, plus ils vont protéger ceux qu'ils aiment, plus il ne va pas les aimer, plus ça va créer de la réaction. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être qu'ils sont partis dans cette stratégie-là très contemporaine et finalement très maligne. Et ce qui, du coup, expliquerait beaucoup de choses. Euh, et ce qui est vraiment pas... ce qui est pas lunaire. Moi, si j'étais dans la production, je pense que c'est une très bonne stratégie de faire ça. Parce que suffit d'avoir vraiment deux trois éléments très à fort indice sympathique pour que les gens restent et regardent. Et en fait, même s'il y avait 90% de gens qu'on n'aime pas, on a tendance un peu à hate watch, vraiment ce truc de hate watch, de regarder quelque chose qu'on n'aime pas, de regarder des gens qu'on n'aime pas. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc que nous, on a. Je sais pas pourquoi les humains, on a ça. On aime regarder des choses qu'on n'aime pas. On aime regarder des gens qui nous énervent. Je sais pas. Et surtout que ce serait assez logique d'avoir cette stratégie-là. Surtout dans une télé-réalité où souvent les gens regardent ça aussi pour...
comme un espèce d'échappatoire et aussi une manière de se dire, voilà, moi je suis pas comme eux, je suis pas plus intelligent, mais moi je regarde ça vraiment, c'est pour me détendre. Vous voyez, c'est pour vraiment poser mon cerveau et me détendre. Moi je prends pas ça sérieusement. Et donc c'est assez rassurant personnellement. Bien que je pense que c'était vraiment comme ça avant, je pense que c'est quand même en train de changer aujourd'hui. Bref. Mais je pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas que la prod ait réfléchi leur casting comme ça. Je ne pense pas. Mais c'est une théorie. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc je reviens à la première théorie qui en fait c'est juste un casting raté. Je vais vous dire. Je pense que je pense que les candidats qui sont pour moi quand même du bon casting, Romy, Ethan, Anita, Noah, je suis un peu, voilà, je pense qu'il est juste trop jeune, je sais pas trop. Drea, je pense que on n'a pas vu tout son potentiel et je pense qu'elle est tombée dans le mauvais groupe, dans une mauvaise saison, dans un mauvais casting, ce qui fait que ça n'a pas créé des interactions qui a pu un peu lui permettre de briller, en tout cas en tant que candidate. Et puis voilà, je crois, hein. À la limite AD, que honnêtement, personnellement, j'ai vraiment pas aimé, mais qui, je pense, en tant que candidat, avait un potentiel, ouais. Et puis voilà. Damien, peut-être à la limite. Oui. Même pas, en fait. En fait, le truc... Désolé, je suis un peu difficile, hein, je suis un peu dur, oui. Mais je vais vous dire, j'ai regardé toutes les quotidiennes, tous les primes, depuis des semaines. Donc je suis investi. Voilà. Je vous mens pas. Et en fait, si je dis que c'est un casting raté, c'est pas tant que c'est des mauvaises personnes, c'est que je trouve comme je l'avais déjà un peu dit dans la vidéo précédente, c'est qu'ils ont trop conscience. Ils ont trop conscience de qui ils sont, ce qu'ils font, qu'ils sont en train de faire de secret story, qu'ils sont en train de devenir des figures publiques. Ils pensent déjà à l'après alors que ils sont à peine entrés dans le présent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de comportement qui se traduit par des performances parce ils se savent filmer, ils savent qu'ils sont en train de devenir des figures publiques, de savoir quand s'énerver à tel moment, de tenter de faire des séquences, de tenter de créer des rêves, de regarder les caméras, de se tourner, Et vraiment ce truc de performance qui a rendu en fait toutes les interactions et ces personnes à la fois pas très... pas agréables à regarder, mais c'est pas très populaire finalement, et un peu creuse. Un peu creuse par un manque total d'authenticité. Voilà. Je pense que pour prendre juste deux, trois... Je pense que le meilleur exemple de ça, je pense, c'est vraiment Ahmed, qui savait très bien dans quoi il se mettait, parce qu'apparemment c'était un grand fan de l'émission, qui pour moi, c'était vraiment de la performance du début à la fin, presque comme Miss France en fait. C'était presque une performance à la Miss France, de tout le temps sourire, rigoler, d'être la personne qui met l'ambiance, qui fait rigoler tout le monde, mais qui est stratège. C'est vraiment l'espèce de candidat idéal. C'était vraiment ça la performance. Surtout que en fait, c'est plus ou moins une bonne stratégie parce que quand tu es le candidat qui met l'ambiance, qui fait des blagues, qui fait rigoler tout le monde, en fait, c'est un peu difficile de te faire sortir parce que si on te fait sortir, ben en fait, la prod dit au revoir et passe à côté de plein de séquences potentielles, de plein de moments télé, de rêves et de contenu en fait. Euh, mais le public en fait n'est pas dupe et je pense a vite compris un peu le petit jeu de Ahmed ensemble. C'est une théorie donc peut-être que je me trompe et voilà il a l'air très sympa. Mais bizarrement, alors qu'il faisait partie des gens qui étaient quand même assez souriants, blabla, c'est, je pense, une des personnes que j'ai trouvé les plus vicieuses, entre guillemets, euh, parce que, en fait, sa performance dégoulinait un espèce de truc faux, quoi. C'était faux, genre, ça se voyait. Et en fait, le truc avec l'authenticité, c'est que c'est pas toi qui contrôle comment les gens te perçoivent. C'est ça le truc.
Et par exemple, une Anita, pour le coup, Anita, moi je suis vraiment passé d'un état à un autre avec elle. J'étais en mode, je la déteste, je l'aime trop, je suis fan d'elle, elle est trop gênante, elle me fait peur, elle est terrifiante, elle me fait rire, elle est encore gênante, oh en fait je sais pas, non mais en fait j'ai de l'empathie, en fait je l'aime bien. Vous voyez, ce changement un peu d'état, pour moi ça traduit une authenticité en fait. Parce qu'Anita elle était vraiment ouais, dans une démarche assez authentique qui faisait que quand il n'y a pas de performance, il n'y a pas de tu peux pas être tout le temps fan de la personne, à part vraiment s'il y a une, je sais pas, si il y a un fort potentiel sympathie, un truc. Et Anita, pour le coup, je l'ai trouvée très authentique. C'est pour ça que ça fait d'elle une bonne candidate. Ethan, pareil. Ethan, j'étais en mode, parfois je l'aimais bien, parfois je me dis, il sert à rien, parfois j'étais en mode, il me saoule, en même temps j'étais en mode, pourquoi il a dit ça? Pareil, en fait. Ça, c'est, je trouve que pour moi, c'est un indice un peu d'authenticité, de réagir comme ça face à des candidats, concernant une, enfin, contrairement, pardon, à une Constance, à une Célia, et honnêtement, je mets aussi Maillard dedans, hein. Pour moi, Maillard, c'était vraiment cette espèce de truc de stratégie, un peu de, en fait, on s'en fout de Secret Story. Honnêtement, les gens, ils s'en foutent de Secret Story, genre, ils s'en foutent de trouver un secret, ils s'en foutent de gagner 100 000 euros. Genre, c'est juste une étape obligatoire pour devenir une figure publique. Voilà. Et ça se traduit aujourd'hui quand tu vois le nombre d'apparitions médiatiques. L'émission était à peine finie, qu'il était déjà dans 5 médias, chez Spotify France, en train de faire une pub pour Duolingo, en train de faire ça, genre. Et qu'il est acteur, donc il y a un truc où genre, ok, tu t'en fous de l'aventure en fait. Euh, et puis, euh, et puis, bon, j'allais dire Marianne. Je vais parler rapidement de Marianne et Théo. Parce que pour ceux qui n'ont pas trop regardé, mais je pense que les gens qui écoutent ça, je pense ont regardé, vous et moi, on sait qu'il y a eu des comportements problématiques, et je vais nommer parce que je vais pas, parce qu'il faut nommer les choses, des comportements racistes envers Anita et Romy, donc les deux femmes noires de l'émission, notamment par Marianne, mais pas que, par Théo, par Constance, Célia qui a aussi des moments bizarres, Pimprenel qui a eu aussi des comportements un peu bizarres. Tous ces comportements-là, de toute façon, donnaient une vibe très harcèlement. C'est des gens qui ont des profils de potentiels harceleurs, harceleuses. Genre, pour moi, ça se sent à 1000 km. Mais bref. Bref. Ces comportements-là ont été signalés pas par la prod, mais par le public. Et c'est là qu'il est important quand même de parler du public de Secret Story qui a de plus en plus de pouvoir et plus d'impact, notamment évidemment grâce aux réseaux, Twitter, TikTok, etc. Et de là, de voir ces images, notamment en live, d'être en mode guys, là en fait il y a un problème. Et la prod, et c'est là qu'on voit que c'était quand même qu'on est quand même dans une vibe comment dire j'allais dire fasciste. En tout cas, la prod a une réaction très entrepreneuriale. C'était vraiment un vocabulaire d'entreprise, quelque chose de très corporate. Le message qu'a eu la production et la productrice au candidat, qui a été diffusé du coup, c'était vraiment de genre un mail. C'était un mail d'entreprise qui ne nomme rien, qui responsabilise personne. Et qui a comme ça une espèce de statement très flou, très brumeux, très abstrait. Nous, la maison des secrets est un safe space. Et en fait, on a des chartes de comportement. Chacun doit vivre correctement, blabla. Sans rien nommer, genre. Et pour moi, c'était vraiment... Enfin, en fait, tu sens que la prod, c'est vraiment une entité très froide et très juste... Ouais, qui veut faire de l'automate et qui... On le savait, mais ça se confirme, quoi. Et pour moi, ça donnait vraiment une vibe... ouais, d'entreprise. Bref. Marianne s'est faite éliminer. Elle s'est rendue compte en sortant qu'en fait, les gens la détestent. Notamment parce qu'elle a eu ces comportements racistes qui ont été diffusés. Et donc, elle a été victime un peu... Enfin, pas un peu, elle a été victime d'harcèlement.
Elle a fini chez Jérém Star à chaudes larmes, en train de nous expliquer qu'elle était victime d'harcèlement, en train de nous citer les pires messages qu'elle avait reçus, donc des menaces vraiment horribles, etc. Et j'aimerais honnêtement, mais je peux pas vous mentir, je peux pas me mentir à moi-même, ça sert à rien. J'ai pas réussi à avoir de l'empathie avec cette femme. Honnêtement, et pourtant, elle a l'air en détresse, mais je n'ai pas d'empathie, j'ai envie de dire white tears, mais je vais pas dire white tears. Évidemment, être harcelé à grande échelle, c'est horrible, c'est un cauchemar. Après, le truc, c'est que tu peux pas être en mode j'ai peur qu'on me reconnaisse dans la rue, que sais-je. Tu viens de faire Secret Story. Tu sais dans quoi tu t'embarques en fait. Tu le sais. Tu participes à une émission quand même assez connue à l'échelle nationale. Le problème, c'est pas d'être reconnu. Le problème, c'est que, encore une fois, le plan de devenir une figure publique, ensuite et de créer une carrière, une profession avec ça, en fait, tombe à l'eau. Tombe à l'eau parce que, comme je disais au début, c'est la production qui a ton image dans les mains. Et donc c'est elle aussi qui fait ce qu'elle veut de ça. Et puis surtout, en fait, tu n'as qu'à pas être raciste. En fait, j'ai envie de... bref. Et donc cette idée aussi de... Comme quoi elle disait que la prod n'avait pas aidé, que aussi elle comprenait que, vu les images diffusées, etc., elle comprenait le public, en fait, qui la voyait comme ça, alors qu'en fait elle n'est pas comme ça. Je me doute que la prod n'a pas aidé, ce n'est pas trop dans leur objectif, mais en fait c'est pas un argument, et en fait, peut-être ce qui m'enlève un peu d'empathie, c'est que encore une fois, genre, le narratif change, et du coup elle passe de raciste à victime de harcèlement, elle passe de raciste à victime. Et les victimes, que sont Anita et Romy, de toute façon, ne pourront rien dire parce qu'elles sont sous contrat pendant je ne sais combien d'années, et on sait à quel point les productions télévisuelles sont strictes. Donc finalement, elles ne sont pas victimes. La victime dans l'histoire un peu officielle, c'est Marianne, victime de harcèlement. Et le fait que le narratif, encore une fois, se transforme, je suis en mode... Pareil pour Théo, qui lui n'a pas été trop victime de harcèlement, je crois, un peu quand même, mais qui a eu des propos pareils racistes envers Anita. Ils ont découvert qu'il avait des republications TikTok de Jordan Bardella. Bref, apparemment c'était du... Lui, il dit que c'est du sarcasme, du second degré. Bon, j'ai envie de vous dire, bah venez, on vote pour Marine Le Pen pour qu'elle devienne présidente de la France. Mais juste pour rigoler, genre. Juste pour rigoler. MDR. Bref. Encore une fois, j'ai pas envie de passer pour Madame Irma. Mais c'est des archétypes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des archétypes. C'est comme, je pense que quand t'es peut-être une minorité, sans vouloir tourner autour de ça trop, tu développes peut-être un espèce de... C'est comme le gaydar. Voilà. Mais là, c'est vraiment le raciste d'art. Et ça se sent, et honnêtement, vraiment honnêtement, je dis même pas ça pour faire le mec, quand Marianne a fait son portrait le premier soir, je savais quel type de personne c'était. Je savais, genre. Parce que les archétypes ne mentent pas. Et moi, je suis désolé, je vois en face de moi, c'est genre une femme blanche qui a des tatouages en mode good vibes only, genre smile, et qui, ce n'est pas les gens, mais elle-même se décrit comme un soleil, une personne qui rigole tout le temps et qui déconne, elle aime trop la déconnade et tout, elle est trop dingo. Et elle fait des grimaces pendant l'interview, elle est en mode ah désolé MDR, genre. Honnêtement, j'ai vu son portrait, je suis en mode je sais qui tu es derrière ça là. Je sais qui tu es en fait, je sais que tu es le type de personne qui, je sais pas, en soirée, genre bourré, pourrait dire le N-word parce que,
En fait, c'est dans la musique, c'est dans les paroles, et en fait, ah mais non, on peut pas le dire, mais c'est dans la chanson, en fait. Genre, mais pourquoi j'ai pas le droit de le dire? Je vois très très bien. Vous allez me dire, je mélange tout, j'écoute mon intuition. Je dis pas qu'elle le ferait ou qu'elle pourrait le faire, mais ça ne m'étonnerait pas. Voilà, Théo pareil. Euh, et, et c'est pour toutes ces raisons que je pense que c'est un casting raté. Et pour conclure sur ça, je crois que ça aurait été peut-être un bon casting pour une série Netflix. Mais c'était pas un bon casting pour de la télé-réalité. Ils ont fait un casting comme si ils créaient une série Netflix. Ils ont pas fait un casting comme s'ils créaient une télé-réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tous ces gens ressemblaient plutôt à une bande de potes, plutôt qu'à un groupe de candidats qui doivent coexister entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les Célia, Constance, Ahmed, même Maillère, honnêtement, qui de Damien, que sais-je, en fait, c'est des gens qui ont l'air d'être plus ou moins dans les mêmes milieux socio-culturels. C'est des gens qui pourraient aller aux mêmes endroits à Paris, qui pourraient aller aux mêmes bars, aux mêmes, je sais pas, boîtes de nuit, aux mêmes restos, que sais-je. En fait, ça ressemblait trop à une bande de potes. Genre, non, nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui n'ont rien à voir, et qui doivent coexister, en fait. Qui ont des lifestyles, des visions du monde totalement différentes. Et surtout, je comprends pas pourquoi il n'y avait pas des gens aussi plus âgés, plus, je sais pas, vraiment issus d'autres milieux, d'autres profils, en fait. D'autres profils. Là, ça ressemblait à une série pour ados, genre. Euh, et honnêtement, vraiment honnêtement, je pense que la prod peut euh, remercier chaleureusement, vraiment chaleureusement, deux communautés. La communauté Twitter, et la communauté des éditeurs de TikTok, genre, ceux qui font des edits sur TikTok. Parce que la communauté Twitter a été très active, et je trouve que c'est cette communauté-là qui a vraiment donné corps au narratif que crée la prod entre les candidats, etc., qui était un peu creux, qui était pas si intéressant que ça, qui était même un peu ennuyant. Et j'ai l'impression que quand même les gens sur Twitter se sont accaparés tous ces narratifs pour en faire quelque chose. Et les débats, les tweets, les discussions, etc., c'est vraiment ce qui donnait corps et ce qui a rendu cette saison un peu moins ennuyante. Donc merci à cette communauté. Et puis les gens qui font des edits sur TikTok, déjà ont été très vifs parce qu'en fait, une quotidienne passée, 2 heures après, t'avais déjà une quinzaine d'edits TikTok qui utilisaient les images de la quotidienne qu'on venait de voir, genre. Donc, un peu comme la communauté Twitter, qui, par les mots, par l'écrit, donnait corps au narratif. Eux, c'était par les images et la musique, euh, qui donnaient aussi corps à ces narratifs-là et qui même en créaient de nouveaux. Et presque de manière un peu poétique. J'avais des edits, vraiment, j'étais en mode... ils sont trop bien, les edits TikTok, en fait. Donc, heureusement que c'était là aussi pour donner corps à tout ça. Et je pense que ces deux communes-là, ces deux types de spectateurs, sont devenus des acteurs de l'émission. Et je pense vraiment, vraiment, je ne comprends pas pourquoi la prod ne crée pas une coalition avec eux. Non, ils ont préféré avoir des séquences de best-of en mode un gars, une fille, en mode Mister Secret, en mode je sais pas quoi. Un truc très daté et je me doute qu'ils ont voulu jouer sur cette espèce de nostalgie de l'émission, mais en fait, la nostalgie c'est bien, mais il faut aussi infuser un truc moderne et un truc contemporain et surtout un truc drôle en fait, parce que moi je vais pas vous mentir, chaque best-of, chaque truc de Mister Secret, que sais-je, un gars, une fille, je sais pas quoi, c'était quoi le truc? Amour secret, les trucs comme ça, je n'ai pas rigolé une seule fois. Une seule fois. Une seule fois, je répète, en 8 semaines, genre. Et en voyant ces séquences-là, ces choix-là et tout de l'émission, j'étais en mode, tu sens qu'en fait, même quand tu vois le casting et tout, tu sens que c'est des gens qui ont genre 30, 35, entre 30 et 35 ans, qui habitent à Paris ou Île-de-France, qui vont dans des concept bars à Pâques, à Paris, genre, et qui en fait
sont peut-être un peu à côté de la plaque de ce qui est un peu, pas cool, mais ce qui est un peu drôle, ce qui marche, ce qui est moderne. Ils ont genre entre 5 et 10 ans de retard. Je sais pas, il y a une espèce de truc où je vois un peu les gens qui ont géré ça. Et c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas eu de coalition. Ça aurait été trop marrant d'avoir les meilleurs tweets de la semaine pendant les quotidiennes ou pendant les primes, ou de demander à la communauté de tweeter et qu'en fait, en exclusivité, un tweet allait être montré au candidat, vous voyez ce que je veux dire? De montrer des edits, de que sais-je, genre. Parce que honnêtement, c'est ce qui a tenu l'émission hein, pendant 8 semaines. C'est ce qui a vraiment tenu l'émission. Et c'est ce qui continue de tenir l'émission. Parce que si encore aujourd'hui on en parle, c'est parce que maintenant les gens ils font des edits sur... vraiment sur l'émission en globalité. Parce que là, ça y est, c'est fini. Sur la victoire, sur ce qui s'est passé. Twitter pareil. Donc, je sais pas, TF1, réveillez-vous. Honnêtement. Sachant que la promesse, et je finirai sur ça, la promesse de l'émission cette saison, et ça a été dit dès la première quotidienne, le premier prime, genre, c'est qu'il misait sur cette idée de backstage, de coulisses. Nous allons voir les coulisses, nous allons voir les backstage de l'émission, genre. Que nenni, en fait. On n'a rien vu. Et je le disais déjà, sans vouloir encore une fois faire le mec, dans la première vidéo, on veut voir les réunions de crise, en fait. On veut voir ce qui s'est passé, comment vous avez géré votre espèce de truc, quand les gens ont signalé des comportements racistes. Ça, on veut voir les coulisses de ça. On veut voir ce que vous avez dit à Marianne. On veut voir les discussions avec les candidats à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce qu'on veut voir. Ça, c'est des coulisses. Ok. Écoutez, je trouve que c'était pas une... Je pense que c'était une bonne saison, mais c'était une bonne saison grâce en fait à tout le monde, dont les candidats et le public, mais pas grâce à la prod. Je suis un peu méchant, je suis un peu difficile. Évidemment, la prod a quand même fait quelques bons choix. Mais là, il va vraiment falloir se réveiller, si je puis me permettre. Voilà, à peu près ce que j'ai pensé de Secret Story cette année. Je dis cette année, j'ai pas regardé l'année dernière, donc voilà. Et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez regardé, si en fait bah vous en foutez peut-être, je sais pas. Et ouais. Bref, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode qui sera cette fois un épisode normal, qui sera pas sur vraiment un seul. Le sujet sera du bavardage un peu comme d'hab. Et voilà. Et tous ceux qui aiment pas mon micro, sachez que... En fait, je préfère qu'on insulte mes parents qu'on insulte mon micro. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas vrai. Non, bref. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que j'aurais dû le mettre au début, je suis trop bête. Est-ce que je le mets au début, au pire dans le montage? Bon. Le podcast est maintenant disponible sur Apple Podcast. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle vie. Et on se dit à bientôt. Buvez de l'eau, c'est très important. Et encore une fois, bravo Romy pour les 100 000 euros. À bientôt.